Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cet épisode d'Elle d'Afrique, nous recevons Arland Aroukoun, stratège de l'influence et des récits d'impact engagés pour la visibilité, le leadership et la participation des femmes africaines dans les espaces de décision. À travers son parcours entre Afrique, Europe et diaspora, elle partage une analyse essentielle. Les femmes ne manquent pas de capacités, mais évoluent souvent dans des systèmes qui les épuisent. Un échange lucide est nécessaire sur le leadership féminin en Afrique, le personal branding et les enjeux de visibilité et d'influence dans des environnements encore peu inclusifs. Merci infiniment d'être là, Arland Aroukoun. Quel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Yasmine, merci pour cette invitation. C'est moi qui suis ravie d'être à vos côtés pour ce plateau. Allez, sans plus tarder, on va sur votre parcours. Alors, une trajectoire qui vous amène aujourd'hui au monde de l'influence, notamment du personal branding, de la RSE, de la création de think tank. Arland, comment tout ça s'est-il constitué ? Alors, merci pour cette question. Et en fait, en réalité, je me rends compte qu'on est nombreuses en tant que femmes africaines de la diaspora, ou en tout cas femmes qui comprenons que les enjeux qui sont devant nous sont tellement vastes que si on a envie d'y participer à notre mesure, on est amené à mettre plus d'une corde à son arc. Et je crois que aussi loin que ma mémoire me renvoie, j'ai toujours eu la nécessité, en tout cas le besoin, de me sentir à la fois utile, pas seulement pour moi-même, mais en tout cas pour les gens qui m'entourent. Et donc c'est comme ça, avec cette vision, que cette trajectoire s'est faite. Alors, je dirais pas que tout a été réfléchi dès le départ, mais que ce sont aussi des opportunités, des rencontres, des portes ouvertes, des réflexions qui ont mené à d'abord la RSE, puis les technologies pour l'environnement, à travailler entre Afrique et Europe, et de plus en plus avec l'Afrique et ses diasporas. Très bien. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre parcours à vous, votre histoire personnelle. Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Vous avez étudié où? Et aujourd'hui, pour être sur les deux continents, entre Europe et Afrique? Alors, je suis née au Bénin, je suis née à Porto Novo en 87, ce qui me fait 38 ans aujourd'hui. Et je suis arrivée en France très tôt, à l'âge de 5 ans. Cette envie de suivre la trajectoire de mes oncles et tantes qui venaient chaque été, chaque vacances, et de me dire mais où est-ce qu'ils vont à chaque fois, et puis on les voit pas pendant un certain temps, et puis d'un coup ils reviennent. Moi aussi j'ai envie de voir ce qu'il en est. Et puis c'est comme ça que j'accompagne un de mes oncles d'abord pour des vacances, et puis finalement j'ai plus envie. Je suis bien, j'ai pas envie de rentrer. Voilà. Et il faut aussi qu'on ait en tête que, en tout cas, moi, j'ai grandi dans une famille où la mobilité des enfants n'est pas quelque chose de complètement, d'exotique. C'est normal que on aille chez un oncle ou chez une tante pour des vacances ou même pour une année scolaire, etc. Puis j'avais une maman qui était très engagée dans le champ de la médecine. Elle était sage-femme, donc elle exerce plus évidemment, et travaillait beaucoup dans certaines zones au large de Porto Novo. Donc moi je la voyais pas souvent. Donc le fait de me déplacer, d'être chez mon oncle et de pas voir ma mère tous les jours, au fond, ça avait rien de très compliqué, de très différent. Donc, j'arrive en France comme ça à l'âge de 5 ans. Et puis, je fais 5 années d'école primaire en France, dans l'Est de la France, en Alsace. Et puis, à un moment donné, le mal du pays. Je dis, c'est quand même dur finalement après toutes ces années-là. Je veux rentrer de nouveau, m'installer de nouveau. Et puis, donc, je repars en Afrique. Et en fait, pourquoi je parle de ces allers-retours? C'est parce que, en fait, ces allers-retours, je pense, ont construit en moi à la fois la conscience beaucoup plus profonde de mes deux identités, de ce métissage finalement culturel que je suis devenue, et de cette nécessité pour moi de tirer profit des deux éducations et d'apporter d'un côté comme de l'autre ce que j'avais appris et qui pouvait, de mon point de vue, être utile. Plus tard, donc, je passe un bac à lauréat, général, on pourrait dire. J'intègre un lycée international à Strasbourg sur concours, etc.
Et je crois que le reste de ma trajectoire, j'ai fait d'abord de la prothèse dentaire parce que bon, j'avais pas envie de me perdre à la fac. Puis je me suis réorientée plus vers le marketing, marketing à impact. Donc j'ai travaillé essentiellement dans le développement durable et dans des organisations régionales, nationales, ensuite internationales. Mais je parle de tout ça pour dire une chose importante pour moi, c'est que rapidement, je me suis rendu compte de deux choses. Un, que les bonnes compagnies, créent les bonnes mœurs, ou en tout cas renforcent les bonnes mœurs. Comme on peut souvent l'entendre l'inverse, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, je m'en suis rendu compte et j'ai travaillé dessus en me disant, je fais le choix de m'entourer de personnes qui n'ont pas forcément que la même vision que la mienne, peuvent challenger un peu la mienne, mais surtout me tirer vers le haut et à qui moi aussi je peux être utile. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en tant que femme, plus tard, j'ai bien réalisé que j'étais pas juste une femme, mais j'étais en plus de ça une femme noire, une femme africaine. Il y a beaucoup d'espaces dans lesquels on ne nous attend pas. Et quand on ne nous attend pas dans un espace, évidemment, personne ne nous ouvrira la porte. Que parfois, il faut provoquer l'ouverture de la porte. Et une fois qu'on entre dans l'espace, il faut non seulement y rester, mais faire de la place pour faire venir d'autres personnes pour qu'on soit plus nombreuses. Ça, c'était mon deuxième constat. Et enfin, le troisième, celui que je suis en train de faire de plus en plus, c'est celui de, évidemment, il y a une nécessité de faire des efforts, peut-être plus que certaines, plus que certains, mais il y a un moment donné où il est aussi bon de sortir de cette posture, entre guillemets, de combattante perpétuelle, qui parfois peut dégager une forme d'insécurité. Et d'agressivité aussi, oui. Exactement, tout à fait. De sortir, parce que, et c'est normal qu'on y passe, c'est un processus dans lequel on évolue, pour arriver dans une posture de sérénité. Et la sérénité, comme la place à laquelle on ne nous attend pas, cette sérénité, elle n'est pas forcément innée. Parfois, il faut la chercher avec intentionnalité et puis, encore une fois, s'entourer d'un socle de soutien qui nous donne le droit à cette sérénité et puis à vivre avec légitimité, en fait, le parcours qu'on a su acquérir, qu'on a su construire. Alors, tout ce que vous décrivez là, Arlande, c'est véritablement la trajectoire d'une femme. C'est ce qu'on appelle la maturité, en quelque sorte. Vous, aujourd'hui, vous êtes spécialiste d'énormément de choses, mais si on devait résumer, vous êtes spécialiste de la communication d'influence. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend via les réseaux sociaux, quelle définition donnez-vous à l'influence ? On parle d'influenceuses, d'influenceurs réseaux sociaux. Celle pratiquée par Arlande, c'est laquelle ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je suis spécialiste de pas grand-chose et je suis curieuse d'à peu près tout. Ça, c'est comme ça déjà que j'aime me définir parce que être spécialiste, c'est quand même quelque chose d'assez complexe et osé. Et aussitôt qu'on comprend et qu'on décèle un sujet, aussitôt il nous échappe encore plus parce que il recèle des complexités plus grandes. Bon, du moins, j'exerce et je développe une expérience sur la question de l'influence. Pour moi, l'influence, c'est quoi ? L'influence, c'est d'abord ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Et ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là, vous le maîtrisez quand vous avez compris qu'il faut le construire et pas juste avec une ou deux communications ou une ou deux actions, mais à 360 degrés. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que j'inspire, dans ce que l'on raconte et qu'on a envie de raconter de moi et être intentionnel là-dessus. Donc, ce que l'on dit de moi quand je ne suis pas là. L'influence, c'est quand on dit, par exemple, j'ai vu, et c'est une grande sœur que j'affectionne beaucoup, Nabou Fall, qui était dans une de vos interviews, quand on dit Nabou Fall, à quoi on pense automatiquement? Et ça, c'est l'influence. Parce que son image, son nom, renvoie automatiquement à un imaginaire. Et c'est la capacité, justement, encore une fois, avec intentionnalité, à créer cet imaginaire dans la pensée de quelqu'un d'autre. Quand on dit femme africaine, alors bien sûr c'est vaste et c'est réducteur de le dire juste comme ça, mais naturellement, quel est le narratif qui nous vient
tout de suite, selon qu'on soit, je sais pas moi, Gertrude allemande, selon qu'on soit Maï vietnamienne, selon qu'on soit Fabiola brésilienne. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit femme africaine? Eh ben, c'est ça aussi le travail sur lequel moi je suis intentionnellement engagée, c'est que ce narratif, eh bien, nous raconte réellement nous qui nous sommes en tant que femmes africaines. Moi, j'ai envie, quand on dit femme africaine, qu'on puisse pas juste voir, pas juste, qu'on puisse évidemment voir une femme noire, mais pas que. Mais pas que. C'est toutes les carnations qui sont les femmes africaines. Quand on dit femme africaine, j'ai envie qu'on puisse voir une femme légitime en posture politique, présidente, ministre, députée, maire, peu importe. Quand on dit femme africaine, j'ai envie de voir indépendance, autonomie économique, capable d'influencer sur la trajectoire économique des nations et des pays. Quand on dit femme africaine, j'ai envie qu'on puisse voir une femme érudit, intellectuel, mais accessible aussi. Donc c'est ce narratif-là sur lequel je travaille avec intentionnalité et pour lequel, évidemment, j'ai envie de devenir experte. Alors, vous avez démarré votre carrière en entreprise et puis vous avez lancé votre propre agence. Se lancer dans cette forme d'entrepreneuriat, avoir votre propre agence, exister de par vous-même, exister en tant que cette femme africaine entre deux continents, ça a été une décision évidente, facile? Alors, je me suis mise à mon compte il y a un peu de temps quand même. Hein. C'est-à-dire que donc je suis maman de 4 filles, 4 sublimes filles, audacieuses, exigeantes aussi et pleines d'idées qui n'ont de limite que même pas le nom qu'on leur dit parce que voilà, elles essayent de tester et de voir ce qu'il en est par elles-mêmes. Et donc en devenant maman, rapidement, hein, j'ai fait le calcul sur est-ce que j'ai envie de continuer une trajectoire salariale stricto sensus, avec des heures assez rigides, avec une gymnastique pas toujours aisée entre la vie personnelle et la vie professionnelle, etc. Et donc rapidement, donc j'ai lancé une start-up sur les questions d'écologie urbaine et donc comment on accompagne la transition écologique du territoire en reboisant et en travaillant le capital végétal des territoires. Ça a été une très belle expérience pour moi, qui m'a appris énormément de choses à 360, justement sur l'influence, sur ma propre communication, mon branding, comment exister dans des espaces de haut niveau, qui m'a ouvert énormément de réseaux. Et en fait, c'est dans cette expérience-là, où j'étais déjà à mon compte, que je me suis rendu compte de la définition, en tout cas du narratif renvoyé en tant que femme africaine, exigeante et qui a une ambition très claire pour elle-même, dans un espace où elle n'est pas attendue. Où elle doit toujours justifier, redoubler d'arguments et presque s'épuiser en le faisant. Et donc, c'est comme ça que de cette expérience de start-up, je suis arrivée à l'agence. Alors, aujourd'hui, évidemment, mes compétences, je les mets à disposition d'une pluralité de terrains. Hein. Donc, l'agence qui accompagne évidemment la question de l'influence et du leadership pour les leaders d'opinion, les talents qui évoluent dans le milieu scientifique, mais aussi dans l'entrepreneuriat social. Mais je travaille aussi aux côtés de penseurs comme le professeur Achille Mbembe au niveau de la Fondation d'innovation pour la démocratie. Donc, c'est autant d'espaces qui me permettent à la fois d'expérimenter ce que je suis en train de mettre en place, mais de continuer à lire selon différents écosystèmes quels sont encore, je dirais, les narratifs inconscients ou conscients qui se disent ou qui se lisent sur les femmes et leur présence dans les espaces de décision, d'influence et de notoriété. Alors, s'il y a un narratif inconscient qui revient énormément, c'est qu'une femme qui réussit, c'est une femme qui est très forte, c'est une femme qui n'a pas peur, c'est une femme qui n'a pas eu d'embûche, c'est une femme peut-être qui a été aidée et poussée. Je pense que ça, c'est un volet sans phare qu'on va ouvrir avec vous tout de suite et sans plus tarder. Et je vous le confirme, Arlande, c'est un narratif complètement erroné, n'est-ce pas?
Absolument. Évidemment, c'est un narratif complètement erroné. Mais alors, pardon, comme une petite question. Est-ce qu'il est véhiculé et interprété par les femmes elles-mêmes ou bien les hommes le portent davantage que les femmes? Alors, je saurais pas dire qui de l'œuf ou de la poule, mais toujours est-il que si les femmes le portent, c'est parce que justement, il y a une socialisation qui va dans ce sens-là. On a été sociabilisés d'une manière ou d'une autre selon les environnements dans lesquels on a grandi, à dire que la femme n'existe que au travers d'une main masculine qui lui aurait ouvert la porte ou permise de se tenir debout presque par elle-même. Et encore, le presque par elle-même, il y a quelque chose que je rejoins dans ce fait. Moi, je ne crois pas non plus aux self-made women ou self-made men. Peu importe le sexe, on existe dans des collectifs, on est des êtres de socialisation, de communauté, et on grandit en communauté. Et souvent, alors moi j'aime bien démentir ce point-là parce que je prends le temps de regarder autour de moi. Ce qui fait celle que je suis aujourd'hui, complètement imparfaite, avec beaucoup de choses évidemment à faire évoluer, mais qui trace sa voie avec conscience, avec audace et qui ne s'excuse pas de le faire d'ailleurs, c'est d'abord l'image de ma mère et celle de ma grand-mère. C'est d'abord l'image de femme, vraiment, qui me porte. Ensuite, quand je regarde mon socle de soutien, il est fait à 90% de femmes. Pas pour dire que les hommes n'y ont pas leur place, mais moi, je crois vraiment en la sororité. Je crois en cette capacité que les femmes ont de se tendre la main, de dire « vas-y, je dresse derrière toi un filet et si tu tombes, on est ensemble pour te retenir ». Et donc, oui, dans ce fait qu'on existe parce qu'on arrive à se tenir les unes les autres, ça ne veut pas dire qu'au milieu de ça, il n'y a pas des femmes qui, de temps en temps, nous glissent des pots de banane, etc., mais parce qu'elles sont le fruit aussi d'un système qui veut que celle qui existe, et en tout cas qui est adoubée par un système très patriarcal, eh bien, elle soit seule, elle soit la meilleure, ou elle soit meilleure qu'eux, plutôt qu'elle soit brillante, exceptionnelle, en collectif et en équipe. Mais vous, en particulier, justement, est-ce que vous avez déjà senti que vous avez eu à vous battre doublement, de par le fait d'être femme africaine de couleur, justement ? En fait, je crois que, je ne veux pas dire que ça n'a été que ça, mais évidemment que j'ai dû me battre 2 fois plus. Et je crois que le premier terrain dans lequel j'ai dû me battre 2 fois plus, c'est celui à la maison, celui de ma famille, qui à un moment donné, pour des raisons sans doute nobles, vous savez, on a souvent peur pour son enfant, on se dit « ah ben non, cette trajectoire est mieux pour lui ou pour elle, parce que moi j'ai mes limitations et je les projette sur elle ». Mais par exemple, quand je quitte le collège et que je veux intégrer le lycée Pontonnier, donc c'est le lycée international de Strasbourg, en session art dramatique. Moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime le jeu de rôle, enfin voilà. Et donc, j'ai ma prof de français qui me dit « écoute Arlande, moi je te suis à 200%. On avait fait le spectacle de fin d'année du collège, j'avais joué un rôle, enfin voilà, elle a été absolument convaincue que j'avais toutes mes capacités. Donc on avait travaillé pour l'audition, à la fois l'écrit, à la fois l'oral. Et puis, je m'en vais passer cette audition. Alors ma famille qui se dit bon, elle va essayer, mais elle va pas y arriver. Enfin bon, donc on n'a pas besoin de lui dire non. Elle va arriver devant le fait accompli. Mais moi, je suis une têtue. Quand on me dit que je vais pas y arriver, c'est là que ça devient hyper intéressant pour moi. Et donc, on fait ce qu'il faut. Je réussis brillamment l'audition. Je suis reçue à Pontonnier. Et c'est là qu'on me dit ah non, mais alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, là, un truc d'intermittente du spectacle? Enfin, faut que t'arrêtes, en fait. Il y a des carrières beaucoup plus carrées. Qu'est-ce que tu nous fais? Et je fais cette année à Pontonnier, qui n'a pas été simple, parce que en termes d'exigence scolaire, mais ce challenge-là, moi, j'aime beaucoup. Et puis, je me rends compte que de passage de seconde à première, on me change de lycée. On se dit, ah ben non, mais tu sais, on a déménagé, là, ça devient un peu loin, il vaut mieux que tu te ressentes. Donc, premier, c'est le terrain familial, le premier, pour lequel on s'attend à ce qu'une fille soit à un endroit et pas à un autre.
Et donc, ça. Et ensuite, évidemment, quand vous évoluez dans des écosystèmes, vous êtes la seule africaine qui est là. On va essayer de voir si vous arrivez à aligner correctement quelques mots de français. On va essayer de voir comment vous vous tenez en public. Enfin, on jauge et on épie tous vos gestes pour savoir si vous êtes légitime dans l'espace. Et quand vous aspirez à plus, parce que vous avez travaillé et parce que vous avez une vision pour cet espace-là, on va toujours vous expliquer que, en fait, vous en demandez trop, que c'est pas encore votre temps, etc. Et en fait, à un moment donné, je crois que justement, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été cet espace où, en fait, c'était moi qui décidais de quand est-ce que c'était trop ou pas assez. Et j'ai longtemps évolué au début en étant la personne à convaincre. C'était moi qu'il fallait convaincre. J'ai reçu un certain nombre de prix. J'ai été nominée par le gouvernement américain comme femme leader dans les sciences. Et donc, j'ai représenté la France parmi une 50aine de nations. Évidemment, j'ai été reçue, invitée par des présidents. Mais toutes ces étapes-là, c'était pour me convaincre d'abord moi. Pour me dire, en fait, si je suis légitime depuis ma perspective, je n'ai besoin de personne d'autre. Et bon, il faut croire que ça a fait son chemin et que ça fonctionne. Est-ce qu'on arrive à se débarrasser du syndrome de l'imposteur? Parce qu'en quelque sorte, c'est ce que vous décrivez aussi un peu. C'est-à-dire que même quand on n'a pas envie de le vivre, on nous l'injecte, c'est très sournois. Est-ce qu'à un moment, on le dépasse, Arlande? Je ne sais pas si on le dépasse complètement, mais je crois qu'à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, on est beaucoup plus sereine par rapport à ça. Ouais. Et on ne le voit plus comme un joug ou une injonction d'incapacité ou d'illégitimité, mais on le voit plus comme une jauge pour nous dire eh bien, en fait, je veux grandir encore, je veux aller plus loin, je veux aller vers des espaces que je n'ai pas encore conquéris. Je le vois plus dans ce sens-là. Allez, rapidement, on va sur la transmission. Arlande, on commence par vos 4 filles. Comme on dit chez nous, Tabarakallah, ça veut dire que Dieu les garde. 4 demoiselles, 4 jeunes filles. Et je pense que c'est vers elles, justement, que cette transmission première se dirige. Quelle est cette valeur essentielle que vous voulez absolument laisser derrière vous pour vos filles? Alors, merci pour cette question. Elle est belle et j'aimerais la répercuter à toutes les personnes qui écoutent, parce que je crois que en fait, la vie est une école perpétuelle. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure on parlait d'experte, je disais je suis experte en rien mais curieuse d'à peu près tout. C'est qu'aussitôt qu'on a le sentiment d'avoir saisi quelque chose, on se rend compte de son immensité encore plus grande et qu'on a besoin d'aller toujours plus loin. Ce que j'aimerais leur transmettre, c'est la capacité à saisir qu'elles ont toujours la possibilité d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Et qu'au fond, elles ont en elles-mêmes, entre leurs mains, et puis avec, je l'espère, la capacité que je leur ai à leur apprendre à savoir s'entourer et à aussi être un bon entourage pour les autres, eh bien la capacité de pouvoir répondre à la majorité des défis qui vont se trouver devant elles. On peut leur laisser un héritage, qu'il soit matériel, intellectuel, émotionnel, mais je crois que la plus belle compétence qu'on puisse leur transmettre, c'est la capacité à savoir trouver des solutions aux défis qui se présentent devant elles. Alors peut-être pour finir rapidement, vous êtes actuellement entre la France et l'Afrique, plus souvent, de plus en plus en Afrique qu'en France. Est-ce que vous pensez un jour rentrer définitivement au continent, sur le continent? Alors oui. Alors définitivement, je pense que j'aurai toujours un pied entre les deux, mais évidemment, je pense effectivement qu'à un moment donné, la présence sur le continent sera plus grande que la présence en France ou en Occident, parce que vous savez, il y a cette envie aussi de réinjecter, ou en tout cas presque ce devoir de redevabilité, de participer à ce qui est en train de se faire aussi sur le continent. Et peut-être parce qu'il y a aussi encore plus d'espace qu'en France? Et peut-être avec certitude qu'il y a évidemment plus d'espace et beaucoup de choses encore à mettre sur pied pour lesquelles on a envie d'être utile, effectivement. Arlande Aroukoun, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui dans Elle d'Afrique, d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre vision, vos doutes aussi, vos craintes. Et puis, ça rend cet échange tellement humain et tellement vrai, parce que quand on voit des femmes qui réussissent, on a l'impression
qu'elles sont inaccessibles, qu'on ne peut pas faire comme elles. Alors quand on parle de vulnérabilité, eh bien on devient toute humaine et on devient vrai et on peut, on va dire, influencer davantage. Voilà, et c'est ça le vrai leadership. Merci beaucoup Arlande. Merci beaucoup Yasmine et puis j'espère à très bientôt. Très belle journée. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir été là sur Médien TV Afrique dans Elle d'Afrique, à retrouver et à consommer sans modération tous les épisodes sur la chaîne YouTube Médien TV Afrique. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à la semaine prochaine. Au revoir.